Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Julenia Monera Alidor. Elle est auteure de plusieurs ouvrages, de plus de 10 ouvrages. Julenia, bonjour. Bonjour Carole, merci de m'accueillir dans ton émission. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, vraiment. Alors, Julenia, vous avez 71 ans, ça ne se voit pas, donc ça mérite de souligner l'élégance de la grande dame. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous avez consacré plus de 40 ans de votre vie à l'enseignement et à l'éducation d'enfants depuis le cours élémentaire jusqu'au post-bac. Et après, vous êtes à la retraite depuis plus de 11 ans maintenant et vous consacré à votre deuxième passion qui est l'écriture. Oui. Et vous venez de sortir votre dernier ouvrage. Donc, vos écrits, en fait, relatent des situations de société, des questions de société, des enjeux pour nous éclairer sur comment est-ce que votre vision de la société et surtout apporter des clés ou des outils pour pouvoir mieux la comprendre. Et vous venez de sortir votre dernier ouvrage qui s'appelle Le poids de l'héritage, qui vient juste de sortir cette semaine d'ailleurs. Alors voilà, avec toutes ces expériences, Julenia, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre définition du mot pouvoir? Alors pour moi, le mot pouvoir englobe un certain nombre de termes comme l'engagement, l'action, entrer dans l'action, mais avec amour, avec générosité, de façon gratuite et avec abnégation. C'est former, c'est transformer, c'est forger même, c'est éduquer, c'est soutenir, c'est aimer, c'est marquer, et surtout, c'est se donner. Se donner, transmettre et faire valoir la force et aussi l'autorité, sans rien attendre en retour. Est-ce que c'est votre façon de vivre le pouvoir aussi bien dans votre environnement personnel que professionnel? Parce que le mot aimer, le mot transmission, le mot générosité est vraiment, on le constate comme un fil conducteur dans tous vos ouvrages, mais aussi dans votre personnalité. Exactement. Même dans les relations quotidiennes avec mon prochain, le mot respect est toujours présent. Je respecte celui qui est en face de moi. Je donne tout ce qu'il y a de meilleur en moi pour mettre en place surtout de la sympathie. Pour moi, mettre en place, développer des relations de sympathie, ça c'est important. Dans ma famille, j'ai aidé mes enfants à grandir en leur inculquant une éducation qui pouvait leur permettre d'être des hommes et des femmes bien dans la vie, des hommes et des femmes équilibrés et des hommes et des femmes capables de se construire une vie future et de prendre en main leur destin. Dans le domaine de ma profession, eh bien, j'aime les jeunes. J'ai toujours aimé les jeunes, mais je n'aime pas que les jeunes. J'aime l'être humain. J'aime l'homme en général. L'homme avec un grand H. Avec un grand H. Et les jeunes, je suis toujours portée par l'aide que je dois leur donner. Surtout quand ils sont en difficulté. Celui qui est en difficulté, je n'arrête pas d'imaginer des actions innovantes pour l'aider à arriver, recoller le peloton. Et ceux qui sont déjà prêts à partir, à prendre le départ avec moi, eh bien, je mets tout ce qu'il faut pour pouvoir les emmener le plus loin possible. Pour moi, le jeune, c'est le futur adulte de demain. Et construire des jeunes équilibrés nous amène à prévoir dans un jour prochain, dans un avenir prochain, la construction d'une société saine, d'une société en bonne santé, d'une société où règne le bonheur et où tous ces jeunes-là sont amenés à devenir des citoyens conscients.
Est-ce Voilà. que vous avez dans votre environnement des moments d'échange, de partage avec peut-être d'autres femmes qui partagent la même vision que vous, de manière à ce qu'il puisse avoir une mobilisation qui puisse aider les jeunes à avancer, puisque c'est vraiment votre cœur de bataille, en fait. Exactement, parce que pour moi, nous adultes, nous avons un pouvoir, justement. Ce pouvoir, c'est se sentir responsable de cette société en construction. Et donc, nous devons mettre en place, justement, tous les éléments qui nous permettent de développer ce pouvoir et d'arriver, justement, à notre but. Effectivement, je fais partie de plusieurs associations où je rencontre des femmes et nous parlons justement de cette jeunesse que nous devons aider, que nous devons soutenir, que nous devons apprendre à être des êtres dignes et que nous devons apprendre à refuser la violence dans la mesure où, en les instruisant, on leur apporte la lumière, on leur apporte la lumière, on leur apporte la connaissance. Et donc, si tout le monde possède cette connaissance, eh bien, on va pouvoir mieux se parler, on va pouvoir dialoguer et la violence automatiquement va disparaître parce Va que disparaître. qui devient violent, ben, c'est celui qui est en faiblesse. Il n'a pas les outils, il n'a pas les mots, il n'a pas la manière de faire pour pouvoir s'exprimer, donc il s'exprime par la violence. Et pas plus tard qu'hier soir, je discutais avec une femme de pouvoir et que j'admire énormément, qui est en ce moment en vacances en Nouvelle-Calédonie. Elle m'a appelé à 21h et on a échangé pendant près d'une heure sur cette jeunesse, sur ce qu'on peut faire pour cette société. Et c'est mon cheval de bataille. C'est le cheval de bataille de pas mal de femmes que j'admire. Et une femme de pouvoir que je connais, avec qui j'ai beaucoup échangé, avec qui j'étais en symbiose, c'était ma mère. C'était pour moi le modèle de femme de pouvoir. Parce que c'est une femme qui m'a formée, qui m'a transformée, qui m'a forgée. Et quelle stratégie les femmes devraient-elles mettre en place pour accéder aux instances de décision et peut-être pour influer sur les décisions qui agissent sur la jeunesse ou qui contribuent à l'épanouissement ou au développement de la jeunesse? Bon, mais pour moi, il n'y a pas de stratégie à mettre en place. Mais ceux qui sont responsables, justement, ceux qui sont en haut de l'échelle, ils n'ont qu'à remarquer que, bon, ben, telle femme est capable. Parce que lorsqu'on a des capacités, on ne va pas les crier sous les toits. Donc, on ne met pas de stratégie en place. On fonctionne et on nous reconnaît comme étant capables, justement, de faire partie de telle instance pour pouvoir aider les jeunes, pour pouvoir aider la société. Votre dernier ouvrage, Le poids de l'héritage, de quoi parle-t-il? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, alors, le poids de l'héritage, déjà, il s'agit d'un couple, hein, vraiment, j'ai envie de dire métissé, mais c'est plus que ça. Parce que métissé sur le plan de, je n'aime pas ce mot-là, hein. Le mot race, je ne l'aime pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Mais au niveau de la couleur de peau, je dirais, métissé au niveau de la culture, De la métissé culture? au niveau des gènes, ouais, voilà, les gènes. Et donc, ça devient très complexe parce que l'homme est fils d'afro-descendants et d'Européens. C'est vraiment ce qu'on appelle le type de métis. Et la femme est fille d'anciens, comment dire ça, d'esclavagistes. D'esclavagistes, oui. Et donc, ça donne un mélange vraiment détonnant. Et pourtant, ce sont des gens qui s'aiment énormément parce qu'ils sont nés en France. Ils n'ont pas eu à subir Le poids. la violence, justement, entre les différentes ethnies. Et ils se marient en France et ils viennent connaître le pays des ancêtres, du mari. Ils se débarquent en Guadeloupe. Et là, ils découvrent justement une guerre intestine qui date depuis des siècles. Et ils tombent en plein dans cette guerre. Et ça a été vraiment une gifle pour eux parce qu'ils ne s'imaginaient pas que ce combat existait entre les gens de races différentes.
Et ça agit énormément sur le couple, alors qu'au départ, ils faisaient des efforts pour ne pas laisser des éléments extérieurs s'introduire dans leur Dans relation. leur Mais relation. malgré eux, pardon, ben, il y a eu un petit flottement, ce qui a amené le mari à aller découvrir ce qui se passait dans, Dans son comment dire, héritage, en fait, ou son son patrimoine. héritage, oui, son héritage, son patrimoine, d'un côté, tout seul, et la femme, toute seule, est allée de son côté découvrir aussi sa famille, ses ancêtres et ses gènes, quoi. En fait, Mais c'est ça a l'histoire été de notre toutes les Antilles, en fait, de toutes les foi. Antilles, de l'esclavage, de la relation avec l'Occident, avec la France aussi. Euh, c'est Mais l'histoire ça a été de... bonne foi Nous parce que tous, on chaque pourrait se retrouver dans côté, cette histoire. chacun de son côté a su grandir parce qu'il a trouvé son identité, sa vraie identité. Et ils ont eu comme réponse justement à leur recherche, à leur quête, ben, nous sommes des êtres humains et il n'y a qu'une seule race sur cette terre, c'est la race humaine. Et donc, nous, ce couple que nous formons, nous représentons une richesse pour le monde de par notre diversité. Et donc, nous avons un travail à faire pour le bonheur du monde. Voilà. Très bien. Sur ces belles paroles, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Julenia Moera Alidor où nous parlions de l'importance de respecter les différences culturelles, la place de l'homme. Nous parlions de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Le poids de l'héritage ». Vous nous parliez des personnages en fait, qui vous ont inspiré et tout le monde pourrait se retrouver dans cet ouvrage. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à se le procurer parce que j'ai vu toutes les diversités de vos ouvrages et c'est vraiment passionnant. Vraiment passionnant. Ça touche, ça apporte des solutions à toutes les catégories socio-professionnelles mais sociales aussi, que ce soit depuis l'enfance, l'adolescence, la vie maritale, la vie familiale, mais aussi la question sociétale. Donc, un grand merci pour tout ce que vous faites, pour l'ensemble de l'humanité, presque, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous avez identifié dans votre environnement professionnel, ce que vous avez fait avant ou ce que vous faites aujourd'hui, dans l'écriture ou personnel, un outil, une pratique qui pourrait contribuer justement à faciliter l'égalité dans notre société ou la diversité culturelle dans notre société? Oui, alors je dois te dire qu'avec toute cette écriture diverse à laquelle je me donne, je suis invitée de temps en temps à animer des conférences. Et donc, la dernière conférence que j'ai animée, avait pour thème instruire et éduquer. Et donc, ce thème, justement, allait vraiment en relation avec un ouvrage que j'ai écrit, c'est un essai, qui s'appelle « Les jeunes ont besoin d'être aimés ». Et comment suis-je arrivée à écrire cet ouvrage? C'est que je suis partie à la retraite, alors qu'à mon départ, un collègue m'avait demandé de mettre sur papier toute cette belle expérience que j'avais vécue avec eux dans l'établissement, le dernier établissement où j'ai travaillé. Et je lui ai dit, mais je ne vais pas écrire, qui suis-je pour dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent? Et je suis partie à la retraite et de loin, j'écoutais un peu ce qui se passait dans les établissements scolaires, comment la situation se dégradait entre élèves, professeurs, parents, établissements scolaires. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit que j'ai vécu quelque chose de formidable avec mes élèves. J'étais heureuse dans mon travail puisque je le faisais avec passion. Et j'ai eu certaines solutions, j'ai trouvé certaines solutions parce que les jeunes me passionnant, j'ai réfléchi à des actions innovantes pour pouvoir les aider à s'en sortir. Donc, j'ai le devoir de partager
je n'ai pas le droit de garder seulement pour moi les réponses que j'ai eues au cours de l'expérience, la si belle expérience que j'ai menée. J'ai le devoir de partager. Et c'est là que j'ai pris la décision d'écrire. Et là, j'ai cherché pendant un bon moment le titre. Et à partir du moment où je l'ai trouvé, les jeunes ont besoin d'être aimés, je me suis mise à écrire. Je n'ai arrêté que lorsque je suis arrivée au mot fin. Ah, Et donc, pour moi, la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est que les jeunes ont besoin d'être éduqués. De même qu'ils ont besoin d'être instruits, mais dans le cadre de l'instruction, ils doivent être éduqués. Mais la première éducation est donnée dans la famille. Éduquer et instruire, ce sont deux verbes, normalement, deux actions qui doivent être complémentaires. On ne peut pas se permettre d'instruire si on a en main des éléments qui ne sont pas éduqués. Donc, les parents doivent prendre en charge leurs responsabilités. Et donc, j'ai créé deux groupes de parents, un groupe de parents conscients et un groupe de parents inconscients. Qu'est-ce qu'on entend par les parents inconscients? Eh bien, ce sont des parents qui n'ont pas compris le pouvoir qu'ils ont, c'est de changer la société. Il y a des parents qui n'ont pas reçu d'éducation. Effectivement, on dit que l'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Donc, ils n'ont pas reçu l'éducation qu'il fallait et ils ne sont pas en mesure de donner. Mais il y a des parents qui ne sont pas prêts à devenir parents, qui sont encore des enfants. Donc, ils ne peuvent pas prendre en charge les enfants qu'ils ont eus. Il y a des parents qui sont tellement inhibés dans leur souffrance, dans leur manque matériel, qu'ils ne peuvent pas penser à former les enfants qu'ils ont mis au monde. Donc, vous voyez, nous avons tout un tas de cas qui entrent dans le groupe de parents inconscients. Les parents conscients sont ceux qui sont sûrs que les enfants, ils les ont mis au monde et qu'ils en sont responsables. Qu'ils aient les moyens matériels ou pas, qu'ils aient désiré ou pas les enfants, dès l'instant où l'enfant est là, il se donne tous les moyens pour pouvoir en faire des êtres sains, des êtres équilibrés. Mais ces enfants, il faut commencer l'éducation dès le berceau, et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Ils attendent que les enfants grandissent, qu'ils commencent à faire des bêtises, et là ils se disent « Ah, il faut que je fasse quelque chose ». Mais parfois, il est très tard. L'éducation commence depuis le berceau. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Alors, si j'étais une femme d'État, je serais un mélange entre deux femmes. Je serais une Simone Veil et une Ségolène. Ségolène Royal, ok. Ségolène. Et pourquoi? Ben, c'est une mère de famille. J'ai l'impression qu'elle est proche de ses enfants, elle est consciente qu'elle a un rôle à jouer dans le bonheur de ses enfants. Ça me plaît énormément et ça la rend sympathique à mes yeux. Et Simone Veil, c'est une femme d'autorité. Une femme qui s'impose, une femme qui s'imposait, puisqu'elle n'est plus là, une femme qui s'imposait et une femme qui sait quand même se dépasser pour permettre aux autres d'accéder au mieux-être. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Vous allez me dire l'éducation, mais je vous pose quand même la question. Oui, mais l'éducation, c'est vraiment indispensable. Hein. C'est l'élément indispensable pour prétendre à une société saine, une société en bonne santé. Et puis, je vais revenir encore à l'éducation dans le domaine de l'instruction. Parce que beaucoup disent, je suis payé pour instruire, pas pour éduquer. On ne peut pas instruire, on ne peut pas apporter des connaissances si on n'intervient pas dans l'éducation. C'est vrai que l'enfant, le jeune, doit arriver dans le domaine scolaire déjà éduqué, mais il n'a jamais tout. Donc, nous devons toujours intervenir en tant que formateur
Nous devons toujours intervenir dans leur éducation, ne serait-ce que dans leur façon d'évoluer dans cette petite société qu'est la classe. Puisque la classe, c'est déjà une petite société. Autant que la famille, c'est aussi une petite société. Donc, l'éducation, oui, à tous les niveaux. L'éducation à tous Et les puis les niveaux. jeunes, parce que si on n'aime pas les jeunes, on échoue dans son métier de formateur. Il faut aimer les jeunes, il faut savoir accepter des bêtises qui vont toujours faire des bêtises, ce sont des jeunes. Il faut savoir accepter ces bêtises et faire en sorte de ne pas créer, de ne pas être l'élément déclencheur de la violence dans sa classe. Dans sa classe. Et Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? si j'étais un animal, eh bien, mon signe c'est taureau. Je serais peut-être un taureau, mais un taureau est doublé d'un chat quand même. Je pense que le taureau est fonceur. Moi, c'est mon caractère. J'ai un projet, je ne regarde pas la difficulté pour ne pas l'attaquer, j'attaque. Mais un chat, parce que j'aime donner de l'amour et j'aime en recevoir. Je vais avoir du monde à qui donner de l'amour, distribuer de l'amour. Mais moi, je veux être aimée aussi. Et sans amour, je pense que je mourrais. Bon, ben, on est ravis de vous en donner et je pense que vous en recevez pas mal aussi. Merci beaucoup, C'est- Merci. Et Si beaucoup une d'amour. petite... Merci beaucoup. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Julenia Moira Alidor », vous lui diriez quoi? Mais je lui dirais qu'il faut qu'elle s'attache la ceinture parce que c'est difficile de réaliser ce qu'on veut. Mais dès qu'on veut, on peut. Mais là, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est toujours en train de lutter. Hein. Lutter contre ceux qui nous font barrière, par exemple. Parce que ça existe aussi. Hein. Bien sûr. On n'est pas toujours compris. On n'est pas toujours compris. Parce qu'on veut aller vite, on veut faire les choses, on veut arriver, on veut que ça soit bien. On est rigoureux et cette rigueur, souvent, dérange. Mais je lui dirais de foncer. Très bien. Notre entretien touche déjà à sa fin. Vraiment, ça a été très court. Mais pour conclure, en un mot, en une phrase, vous êtes une femme de pouvoir, vous êtes une femme de vision, vous êtes une femme de rassemblement, de transmission. Quel est votre super pouvoir? Ben, c'est ma générosité, je pense. Ma générosité et l'amour, tout l'amour que j'ai en moi. Je ne sais donner que de l'amour. Je ne sais pas me laisser aller à la médisance. Je ne sais pas mettre des embûches pour l'autre. Et je dis souvent, lorsque mon voisin est en difficulté, si je n'ai pas la solution pour l'aider, mais je ne fais rien. Il vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire des choses pour pouvoir l'empêcher d'avancer. Très bien. Voilà, c'est tout ça. Mon besoin que tout le monde accède au bonheur. C'est ça mon pouvoir. Très bien. Mais un grand merci, Julenia, pour cette entrevue. Ça a été un grand plaisir de vous avoir et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, Carole, de m'avoir donné la chance de m'exprimer. Très bien, mais merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, mais aussi sur notre chaîne YouTube Femmes et Pouvoir. Je vous dis à très bientôt.